Les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Bonjour, bonsoir, chers à toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. On m'appelle Sri Euseba Wandjeno. Je dois me présenter avant de commencer cette vidéo pour que vous sachiez véritablement qui est en train de présenter cette communication et que votre cerveau perfide, ceux dont je parle le savent, ne fasse pas de confusion. Bien, je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Je suis homme de connaissance. Je suis homme de connaissance. En ma qualité de homme de connaissance, mon devoir, c'est de venir aborder la dimension de connaissance et de vérité de tous les événements qui configurent le quotidien du monde et de la nature. Car toutes les choses disposent d'une contrepartie spirituelle. Combien de fois nous allons répéter cette phrase? Sachez que la spiritualité préexiste à tout et que rien n'est possible sans le côté spirituel. Même la politique, dans toute sa forme, provient du spirituel. Et je vous assure, le plus grand politicien même, c'est Dieu. Le plus grand politicien, c'est Dieu. Bien, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons, ce 30 novembre 2025, nous allons parler de l'héritage spirituel de Feu Général Mathieu Kérékou. Je ne voudrais pas que vous regardiez le personnage. Je ne voudrais pas, parce qu'à force de vouloir regarder la personne du général, eh bien oui, chacun aura son point de vue personnel. Mais je voudrais qu'on aille au-delà du personnage et qu'on ressort ce que ce personnage incarne en termes de spiritualité et en termes d'idéologie identitaire. Oui. Suivez-moi bien. Le général Mathieu Kérékou, comme beaucoup d'autres, ne sont pas importants. Leur personnage n'est pas assez important dans le jeu de la nature. Mais ce qui est le plus important, c'est en fait le passerelle de responsabilité spirituelle que la nature fait incarner à travers leur personnage. Donc leur personnage, en fait, c'est d'interface pour l'exécution par la nature de cette responsabilité dans le monde et sur la terre. Et c'est ça qui forge cette expression que j'ai coutume d'utiliser en disant vous êtes des marionnettes. Excusez-moi. Vous êtes des que les bénédictions soient. Donc, vous êtes des marionnettes, en fait, à la nature. Vous êtes les marionnettes à une réalité plus grande que vous. Oui. Pour comprendre le présent,
et se projeter dans le futur. En fait, vous savez ce que moi j'appelle, pour comprendre le présent lointain, pour comprendre le présent proche, et en fait, se préparer au présent lointain, eh bien oui, il faut aller loin dans le passé. Voilà pourquoi l'histoire d'un pays, l'histoire d'un peuple, c'est comme sa racine. En fait, c'est comme sa colonne vertébrale. Et lorsque vous coupez un pays de son histoire, vous effacez l'histoire d'un pays, vous avez effacé tout son droit, toute sa responsabilité, tout, en fait, sa possibilité à se revendiquer, en fait, appartenant à notre univers en général. L'histoire d'un peuple, c'est la mémoire du peuple. Et comme j'ai coutume de vous dire, la mémoire d'une chose, c'est l'instance capacité de la chose. C'est grâce à la mémoire que vous pouvez en fait songer et appliquer ou avoir la possibilité ou avoir en fait avoir, je vais dire, la possibilité de toute possibilité. Vous m'entendez très bien? Bien. Le présent lointain, c'est ce que vous appelez le futur. Le présent proche, c'est ce qu'on appelle le présent actuel. On peut parler du présent actuel comme du présent proche. Mais le passé lointain, c'est tout simplement cette partie du temps qui représente l'essence du déroulement du présent dans toutes ses facettes. Le futur n'est pas isolé du présent. Le futur est au cœur du présent. Vous m'entendez très bien? C'est comme vous prenez un arbre. Vous allez voir que l'arbre a 3 dimensions. Nous avons les racines, nous avons le tronc et nous avons les branches et feuillages. Les racines constituent le passé, qui est même l'origine même de l'arbre. Le tronc représente ce présent-là, qui relie son lointain au passé, ou aux racines au passé. Son lointain qui sont représentés par les feuillages, les branches au passé. Donc, la meilleure manière de corriger, de scruter le présent et de prédire même l'avenir, je suis en train de vous donner une clé, c'est d'apprendre à analyser le passé et à ressortir du passé des actifs. Oui, je dis bien des actifs qui ont permis la construction, qui ont permis de lancer les bases du présent dans toutes ses facettes. Ce que le Bénin vit actuellement, les bases, les éléments actifs qui ont lancé les bases, nous ne pouvons que l'obtenir dans le passé du Bénin.
Et en réalité, pour modifier, contourner, reconfigurer ce présent et les événements de ce présent, nous ne pouvons qu'utiliser ces actifs du passé. Oui. Le général Charles Mathieu Créco, comme le dit, comme le dit son vrai nom, est en réalité un personnage qui à lui seul incarne la synthèse du passé, présent et du futur du Bénin. Pour mieux commencer la chose, j'aimerais retourner à ce que je vais appeler le tritisme métaphysique. Le tritisme métaphysique est composé de 3 choses. C'est ce qu'on appelle les principes, les lois et les faits. Et je vous ai toujours dit ceci. Les principes ne sont que les intelligences dont les lois constituent en fait le code dynamique par laquelle tout se manifeste. Je répète, le principe d'une chose, c'est l'intelligence d'une intelligence, en fait, dont la loi est l'instance dynamique par laquelle une réalité doit se manifester. Alors, donc, principe, loi et fait, chacun de ces éléments, à leur tour, dispose de ce que je vais appeler un visage de fonctionnement. Oui, un visage de fonctionnement. Et lorsque vous prenez le principe, le visage du principe, c'est ce que je vais appeler la force. Et la force, c'est ce que je vais appeler l'autorité même du principe. La force, de par nature, est bienveillante. Par contre, lorsque vous venez aux lois, le visage de la loi, c'est le pouvoir. Vous comprenez? C'est le pouvoir. Le pouvoir, en fait, ce n'est pas une autorité, mais le pouvoir, c'est un exercice. Le pouvoir, c'est une résolution. Donc, tout pouvoir se forge dans une résolution profonde. Et lorsque vous prenez les faits, nous avons la puissance. Et qu'est-ce qui génère la puissance? On obtient la puissance lorsque la force propulse une résolution. Vous voyez, en termes de manifestation. Donc, c'est la force et le pouvoir qui génèrent la puissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le cheminement de chaque être et de chaque peuple, vous deviez accomplir le tritisme de la métaphysique. Ce tritisme-là, en tant qu'esprit, je vais parler du point de vue personnel et du point de vue individualisé ou individuel. En tant qu'esprit, âme et énergie du corps,
vous êtes doté d'une force, d'un pouvoir et en réalité d'une puissance. Doucement, doucement, d'une puissance. C'est la puissance, c'est en fait cette force-là qui représente l'instance de bienveillance de votre être. La force est bienveillante. C'est la force qui procure l'autorité et c'est la force qui incarne l'autorité. Le pouvoir n'est pas l'autorité. C'est l'erreur que vous faites souvent. Donc, lorsque vous rentrez dans la vie de chaque pays ou de chaque peuple, il y a en fait cette obligation qui fait que le peuple, de façon collective, ou dans un creuset collectif, puisque le peuple est d'une terre, et cette terre a une entité spirituelle, comme je vous l'ai dit. Cette entité spirituelle, à travers le cheminement de ce peuple par le creuset collectif, doit remplir les 3 cases. Donc, il y a le cheminement de la force d'un pays, le cheminement du pouvoir et le cheminement de la puissance. Au temps des anciens, les peuples se faisaient gérer par la force, dont l'intelligence et la bienveillance. Arrivé à un certain niveau, les gens préféraient passer au pouvoir et on voulait gérer les peuples avec le pouvoir. Et lorsque vous cherchez à gérer les peuples avec le pouvoir, eh bien oui, sans l'apport de la force, sans le fondement de la force, eh bien oui, le pouvoir finit toujours par détruire. Dans aucun pays du monde, le pouvoir politique ne peut vous faire développer. Écrivez ça quelque part. C'est la Grèce antique avec ses mini-mélos de Platon et je sais quoi, qui vous ont amené la notion du pouvoir politique. Sinon, dans le système de gestion des cités en Afrique et quand vous allez même en Inde et dans les pays asiatiques, en fait, l'autorité de l'État se basait sur la force, dont la spiritualité, la tradition, etc., etc. Est-ce qu'on me comprend? Bien. Les choses devaient être faites d'une certaine manière depuis 1960. Mais les choses ont été faites de façon opposée. Je vais vous expliquer. Il arrive que dans la gestion d'un pays, attention, lorsque les gens ne sont pas noués dans le sang patriotique, dans la réalité patriotique et dans la réalité d'appartenir à l'entité spirituelle de la terre, comme l'a fait les colons. Parce que qu'est-ce que les colons avaient fait dans le temps? Les colons, ils sont venus, ils ont arraché le pouvoir, ils ont arraché, en fait, la gestion de nos sociétés de la main des chefs traditionnels. Et puis après, ils nous ont colonisés et ils ont créé un simulacre d'institution qu'on appelle République, à qui ils ont rendu maintenant la gestion de nos sociétés. Ce qui veut dire qu'il y a d'abord une décadence. Mais si c'était qu'ils avaient rendu, suivez-moi très bien, suivez bien mon analyse. Et là, vous allez comprendre le rôle grand du général Mathieu Kérékou qu'il a joué, que personne n'a pu jouer jusqu'à aujourd'hui. Pas qu'il n'y a pas des gens qui peuvent jouer. Mais personne, personne. Oui, oui, personne. Si c'était que, en rendant l'autorité ou la gestion de nos sociétés,
ils avaient rendu ça à ceux qu'ils avaient pris. On allait dire qu'en réalité, nous sommes en train de fonder, nous avons fondé l'histoire, l'avenir d'un pays, d'une destinée sur la force et sur la bienveillance identitaire. Ce qui n'a pas été fait. Donc, la République, une République, en fait, relève de la puissance, ne relève pas de la force. Or, tout doit quitter la force, pouvoir et venir à la puissance. Vous comprenez? Donc, ils ont créé une république, il n'y a pas de problème. Ils ont rendu la gestion de nos sociétés à la république. Donc, la terre de Dahomey, ou beaucoup de terres africaines, a viré de cet temps transitionnel à un cycle de puissance. Et là, quand c'est comme ça, quand la puissance prend la place de la force, ça devient un chaos. Un chaos, une désordre, parce que là, c'est anthématique. Et les Occidentaux l'ont fait sciemment. Alors, donc il fallait nécessairement trouver un protocole d'accord, renverser les choses, remonter, restructurer les choses et remonter, en fait, refonder le système de gestion de nos sociétés sur la force. Et là, il ne fallait pas aussi, en fait, chevaucher les étapes. Donc le général Mathieu Kérékou avait compris, initié de son rang. Donc de 1960 en 1972, la République créée par les Occidentaux à qui ils ont donné, ils ont rendu leur soi-disant gestion de nos sociétés, était en fait dans ce que je vais appeler dans la maturation par la puissance. Et tout ce que, jusqu'au point que dans un petit pays comme le Bénin, on connaît un système qu'on appelle monstre à 3 têtes. C'est-à-dire un pays, 3 présidents. Avec des conneries de guerre ethnocentrique et voilà, des bêtises, voilà. Et si vous pensez que la France n'a pas sa main dedans, c'est faux. Parce que je vais vous dire quelque chose, l'impérialisme et l'occidentalisme fonctionnent par division. Quand l'occidentaux veut s'installer quelque part, quand l'impérialisme veut s'installer quelque part, il faut qu'il divise. Et c'est ça que le Bénin a connu, le Dahomey a connu de 1960, ou même peu avant, en 1958. Puisque l'État de la République de Dahomey a été créé, je pense, ça doit être le 4 décembre 1958 ou 1959. Jusqu'en 1972. Et là, en 1972, lorsque le général Mathieu Kérékou a pris le pouvoir, a pris en fait la gestion, l'instance de la gestion, la tête de la gestion de notre société, il devait alors conduire le pays dans un cycle de maturité dans le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Avec tous les événements de la révolution, voilà, vous ne pouvez pas, en fait, être dans un cycle de gestion par le pouvoir et ne pas inspirer tous ces délivres. Ce n'est pas à moi de juger. Mais toute révolution, écoutez-moi bien, a quelque chose de merveilleux. C'est le renforcement patriotique. Ça fait partie des héritages. Ça fait partie des héritages spirituels que nous avons acquis de ce personnage. Le renforcement patriotique. Donc, de 1972 en 1990, il savait que c'était un moment où il fallait gérer l'État
dans le pays sous une dimension de pouvoir. Et là, vous savez tout ce qui se passait en ce moment, etc., etc. Et spirituellement même, vous le voyez, garder un bâton, porter des amulettes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'était le temps du pouvoir. Parce que tout était renversé. Maintenant, il a su exactement, pas qu'on, oui, c'est vrai, on l'a obligé, mais il a su exactement que le moment est arrivé pour qu'on change de cap. Donc, avec la chute du mur de Berlin, la conférence des forces vives a été organisée. Suivez-moi bien. La conférence des forces vives de la nation, vous le devez au peuple béninois et on le doit, quoi qu'on dise, à la personne du général Mathieu Kérékou. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais c'est ça. Parce que vous saviez qu'en ce moment, le PRPB, parti républicain ou bien quoi là, de la révolution du Bénin ou je ne sais quoi, n'était pas d'accord, en fait, pour un changement de cap. Toute la partie Kérékou, tout ce qui entourait Kérékou n'était pas du tout d'accord pour qu'on passe en fait à un nouveau cycle. Donc, il fallait passer au cycle, les ères ont changé, et en fait, la force, je dis, un grand homme, un initié, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux ères. C'est quelqu'un qui sait en fait intégrer les nouvelles réalités en plein processus lorsque cela impose. Et c'est là qu'on parle de caméléon. Donc, ils ont organisé la conférence des forces vives de la nation. Bon, moi, je ne suis pas un politicien, je ne vais pas aborder ça, mais je pense que tant bien que vous pensez que ça a été le fondement de gna patati patata, bon, si on était dans une terre normale comme Afrique, les choses auraient dû se passer autrement. Je ne vais pas faire de débat de décision, mais quand même, avec la conférence des forces vives de la nation, nous sommes passés tout simplement à la démocratie. Sauf qu'une démocratie à l'occidental. Donc, là, en fait, il a compris que nous ne sommes plus à un état où le pays devait se faire gérer par le pouvoir. Ceux qui sont venus après lui n'ont pas compris. En 1996, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est revenu, il savait que c'était à un moment où le pays est dans un horizon de force. Donc, il faut faire absorber par la force tout ce qui est à moyen de pouvoir. C'est un exemple que je donne. Vous verrez un général Mathieu Kérékou qui fait semblant de ne plus apporter les amulettes, de ne plus faire ci, de ne plus faire ça. C'est ça en fait. Son retour au pouvoir en 1996, c'est pour remplir une case. Une case géostratégique et géospirituelle. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Donc, le comble, le trouble était produit par le colon depuis 1958. Le jour où ils ont créé la République et ils ont voulu remettre la gestion la gestion des sociétés à la République. Or, ils n'en ont pas pris de la main de la République. Et lorsque ça se passe comme ça, si c'était remis je vais dire, s'il était remis au chef traditionnel, on allait parler de la naissance d'un nouveau cycle sous le fondement de la force et de la bienveillance identitaire et de son paradigme. Et c'est là qu'on va quitter pour accéder au cycle du pouvoir. Ou là même, vous pouvez parler même du république.
et finalement accéder au cycle de puissance. Moi, je pense que l'un des plus grands héritages qu'on doit au général Mathieu Kérékou, c'est qu'il est venu, en fait, retracer, rééquilibrer un tritisme cosmique inhérent à toute terre, qui a été bafoué par le colon et par les néocolonialistes, les anciens, voilà, les néocolonialistes de cette époque. C'est le premier héritage. Désormais, nous savons que s'il devait avoir une nouvelle reprise, il faut commencer par la force. Vous ne perdez pas de vue ça. Le pouvoir n'est pas bienveillant. C'est la force qui est bienveillante. Et la force implique tout ce qui est spiritualité et ancestralité. Vous comprenez? Et c'est la force pouvoir qui génère la puissance, qui font le développement. C'est ça en réalité. L'un des plus grands héritages que nous devons au général Mathieu Kérékou, c'est l'unité nationale. L'unité nationale. L'unité nationale. Oui. Nous devons ce renforcement du ferveur patriotique à cet homme-là, du point de vue spirituel. Et en réalité, je vous l'ai dit, il était, en ce moment, oui, puisqu'il n'est plus en incarnation, c'est trop difficile c'est pas souvent conseillé de venir parler de la réincarnation l'ancienne réincarnation antérieure des chefs d'État défunts, c'est pas trop conseillé, mais je vous avais dit qu'il était la réincarnation de Adandozan, le roi Adandozan. Et Dieu seul sait comment le colon a réécrit l'histoire d'Adandozan pour dramatiser Adandozan. Or, vous savez que le roi Béranzin doit toute son éducation et doit toute sa puissance, toute sa formation et toutes ses initiations au roi Adandozan, parce que c'est le roi Adandozan qui l'avait élevé. Et vous savez aussi qui a érigé le statut de roi Béranzin. Vous pensez que tout ça là c'est au hasard? Vous pensez que tout ça c'était au hasard? Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Lorsqu'on parle, si on peut parler de père d'une nation, le père de la nation ne signifie pas celui qui a géré le pouvoir, le pays, lorsque le pays est fraîchement républicanisé. Non, c'est pas ça. Le père de la nation, c'est celui qui a découvert pour la première fois, suivez-moi bien, celui qui a découvert pour la première fois et qui a reçu pour la première fois dans un cycle précis, en fait, le principe premier de la terre, et qui en connaît, qui en sait, et qui a marché selon cette réalité. Donc le titre du père de la nation béninoise revient au général Mathieu Kérékou, du point de vue spirituel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous n'êtes pas obligé de ne pas être d'accord. Vous n'êtes pas aussi obligé. En fait, il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de ce qui est. Savez-vous pourquoi c'est lui qui est venu changer le nom d'armée en Bénin? Savez-vous pourquoi? Aujourd'hui, ça fait 50 ans que nous portons le nom Bénin. Mais essayez d'aller calculer théosophiquement Bénin. B-E-N-I-N. Et Dahomey. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Et vous allez voir que
les initiés ont toujours été, en fait, au commencement de tout. Et qu'on ne peut rien confier aux ignorants. Un ignorant est un ignorant. Oui, je sais que ceci suscite beaucoup d'impression, beaucoup de joie. Je sais que ceci suscite beaucoup de faveur. Pour vous, les jeunes dames et femmes qui veulent faire la politique, qui ont envie d'être président, présidente, il vous faut aller à l'école de cet homme-là. Il vous faut aller à l'école de cet homme-là. Bien, il a été un humain. Écoutez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ce n'est pas à moi de juger les actes ou de parler des actes d'un défunt, d'une mémoire. En Afrique, nous, on ne le fait pas. Donc, voilà. Si vous pouvez comprendre, il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Parce que vous ne savez pas observer les choses. Vous ne savez pas analyser les choses. Vous ne savez pas observer, vous ne savez pas analyser les choses. Mais je suis obligé de me taire. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.